je souhaiterais ouvrir un tour de questions-réponses pour nos deux ministres. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Non, pour un complément? Oui, je vois une parole posée là-bas. Alors, micro. C'est où le micro? Moi. Ok, il n'y a pas de micro. Je peux parler? Oui, je vous en prie, prenez le micro là où vous êtes installé. Merci de la parole. Je voudrais demander, je réponds au nom du ministre de l'Éducation et de la formation technique professionnelle au Burundi. Au vu de la population de la République de Djibouti, j'aimerais savoir si vous connaissez le nombre exact des personnes avec handicap ou autre vulnérabilité dès le préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? On va peut-être les prendre ensemble. Vous voulez les prendre ensemble? Oui. Oui. Vous voulez répondre, Monsieur le Ministre? Vous voulez répondre tout de suite? Oui, c'est le ministre de l'Éducation nationale de l'île des Comores. Et là, je voudrais savoir un peu comment vous avez pris en compte cette phase préscolaire dans le système éducatif, compte tenu du fait que Djibouti, c'est surtout un pays musulman qui a connu un préscolaire informel et qui, voilà, à l'époque veut que cette étape soit modernisée et recyclée dans le système éducatif. Comment vous avez opéré dans ce secteur? Merci. Voilà. Il y a une autre question là-bas. Je ne sais pas qui circule avec le Hello. I would like to ask about what is the gender balance in the education system of Djibouti. I mean, whether women have got the same access, or the girls in this case, I mean, have got the same access to education than men. Is there any, what is the data about it? Thank you. Thank you. This is Stella Paul from Interpress Service International Media, and I have a question for the minister. You just mentioned something very interesting, that Djibouti has been experiencing a lot of climatic issues and environmental issues, and that you have set up a center to tackle this. If you could tell us a little bit more about the kind of investment that it has taken, and what kind of results you are expecting, how do you expect it to boost and contribute to your education system, maybe next 5 years? That will be very helpful. Thank you. Thank you for your question. Good afternoon. We're going to we give the floor to the ministers to start up. We give the floor to the ministers to start answering your questions. Thank you for your question. Merci pour ces différentes questions. Je vais essayer dans un premier temps de répondre à la question qui a été posée en matière des enfants à besoins spéciaux. Tout à l'heure, je disais que notre école est une école inclusive, parce que également les enfants présentant un handicap sont bien sûr scolarisés. Ils sont scolarisés
à deux niveaux, ou nous avons deux types d'handicap. Nous avons déjà les élèves présentant ou qui ont des malentendants, ce qu'on appelle des élèves malentendants, qui sont scolarisés donc, depuis l'école primaire jusqu'au niveau collège. Et puis une fois qu'ils arrivent, et là c'est le défi, le fait que malheureusement nous n'avons pas les formateurs ou les enseignants adaptés. Ce que nous avons fait à partir de la 9e année d'enseignement, ils ont été orientés vers l'enseignement technique et la formation professionnelle, et pas plus que maintenant 2 promotions. Nous avons 2 promotions successives qui ont bien sûr également un taux de réussite de 100% dans les filières tertiaires et les filières industrielles. Nous avons aussi de l'autre côté des enfants de bas âge. Par contre, ceux-là sont les enfants malvoyants ou qui ont des problèmes de vue. Ces élèves aussi sont scolarisés donc, depuis l'école primaire, en essayant d'adapter bien sûr le contenu avec des manuels vraiment qui leur convient. Et nous avons à peu près des élèves aujourd'hui qui sont au niveau de la 7e année, ce que nous appelons. Parce qu'au début, par rapport à la formation des enseignants et par rapport au recrutement des enseignants, nous avons eu des difficultés. Donc maintenant, vraiment, la scolarisation des enfants présentant à besoins spéciaux reste encore une fois très limitée au niveau de Djibouti. Et par rapport justement à une sollicitation faite par les parents d'élèves de ces enfants présentant un handicap, nous sommes en train de mener une étude approfondie. Pour répondre un peu directement à votre question, nous sommes en train de mener une étude approfondie déjà du nombre d'enfants en âge d'être scolarisés et présentant un handicap. Parce que d'un handicap à un autre, nous avons aussi, j'ai oublié, une catégorie des enfants qui sont dans l'école des enfants à besoins spéciaux, des enfants qui ont ce qu'on appelle au niveau mental. Au niveau mental, que ce soit des enfants vraiment hyper excités, ou des enfants vraiment qui ont des difficultés de rester sur place, qui présentent vraiment un handicap mental. Cela également, nous les apprenons bien sûr à avoir une certaine autonomie, une certaine bien sûr sociabilité. Et ce qui est encore le plus triste, ce n'est pas la scolarisation, c'est que parfois les parents eux-mêmes ont honte ou ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Et donc nous sommes en train de mener à travers cette étude, et en même temps il y a eu toute une tournée dans les régions de l'intérieur et dans les communes de la ville de Djibouti pour sensibiliser les parents à venir inscrire les enfants. Et donc nous sommes en train en ce moment même, en train de récolter les nombres d'enfants que les parents amènent à l'école. Donc vraiment, pour l'instant, l'effectif reste très limité. Mais nous sommes en train de travailler pour déjà scolariser le maximum d'enfants. Donc il y a toute une politique de scolarisation des enfants également dans les régions de l'intérieur. Pour ce qui est mon collègue va me compléter. Juste compléter au niveau de l'enseignement supérieur. Comme le disait mon collègue, c'est que dans un premier temps, effectivement, les parents n'envoyaient pas leurs enfants handicapés à l'école. Et on le ressent au niveau de l'enseignement supérieur, mais nous avons de plus en plus des étudiants qui ont plutôt un handicap physique. Alors nous avons cherché à leur faciliter un certain nombre de choses, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler de tout. Hein. Quand on parle d'inclusive, c'est que nous leur assurons le transport, nous leur assurons également, on essaye de tout faire pour que les cours soient faits au rez-de-chaussée, pour qu'ils n'aient pas à monter les escaliers. Et nous fournissons également, le chef de l'État fournit des bourses aux étudiants handicapés. Et un des résultats les plus marquants, c'est il y a 2 ou 3 ans, une jeune fille handicapée a fini première de sa promotion. Du coup, le président de la République nous a conseillé à lui offrir la possibilité de faire un doctorat, et elle est en train de faire un doctorat actuellement.
Oui, maintenant, si je reviens à la question sur la parité entre filles et garçons dans le système éducatif djiboutien, comme je disais, nous avons au niveau de l'enseignement de base, nous avons un taux de parité à peu près de 0,9, c'est-à-dire en fait, nous avons à peu près 49% des filles, à peu près 50% de garçons pour l'enseignement de base. Et pour son enseignement moyen et secondaire, nous arrivons malheureusement à un taux de scolarisation de 60 à 40%, c'est-à-dire 40% pour les filles et 60% pour les garçons. Donc c'est à peu près, la parité est vraie pour le préscolaire, 50-50, mais par contre, pour ce qui est des parités filles-garçons, nous sommes à parité presque égale pour l'enseignement primaire, mais là où nous avons un fossé, c'est au niveau de collège et des lycées. Maintenant, est-ce que les filles ont le même droit de scolarisation que les garçons? Oui, je crois que toute une politique est menée pour justement encourager les jeunes filles à être scolarisées. J'en prends juste un exemple, parce que tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on appelle les cantines scolaires. Les cantines scolaires, parce que cette parité, elle est plus contrastée dans les régions de l'intérieur, mais à Djibouti-ville, dans la capitale, c'est bien sûr la parité à 50-50 pour que ce soit l'enseignement de base, l'enseignement moyen et secondaire. Mais par contre, là où nous avons une différence vraiment réelle, c'est plutôt dans les régions de l'intérieur. Et donc toute une politique est menée par les ministères, que ce soit par la sensibilisation auprès des parents, mais également en mettant en place un certain nombre d'instruments, tels que par exemple ce qu'on appelait tout à l'heure la cantine scolaire. La cantine scolaire dans les régions de l'intérieur a été vraiment l'outil, l'instrument essentiel de la scolarisation déjà des enfants des régions de l'intérieur, mais surtout, bien sûr, la scolarisation de jeunes filles. La scolarisation des jeunes filles parce que le fait que les parents, des familles démunies, lorsque bien sûr ils savent qu'à l'école, et même moi-même j'étais témoin d'une situation parce que à une rentrée scolaire, j'étais présent dans une école primaire des régions de l'intérieur et vous ne pouvez pas imaginer qu'au début de l'année, tant que tant que la marmite n'est pas mise au feu, tant que la famille qui vient de très loin ne voit pas la fumée du feu, ils n'en voient pas leurs enfants. Donc vraiment, le fait que la cantine existe dans ces écoles rurales éloignées est un véritable instrument, bien sûr, un véritable outil de scolarisation, donc outil de scolarisation également de filles. Mais il y a toute une politique menée par le ministère de la Femme et Famille, et notamment, bien sûr, par l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui mène, bien sûr, une sensibilisation très proche pour la scolarisation des filles. Donc aujourd'hui, là où nous avons bien sûr des défis à relever, c'est plus dans les régions de l'intérieur, mais au niveau des capitales, et comme vous le savez très bien à Djibouti, à peu près 75% de la population djiboutienne vivent dans la capitale. Donc oui, mais parfois dans certaines classes, lorsque vous rentrez, vous verrez qu'il y a plus de filles que de garçons, que ce soit bien sûr de l'enseignement primaire, moyen et secondaire. Donc je vais laisser peut-être mon collègue me compléter. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a une chose qui est remarquable, c'est que nous avons, les chiffres fluctuent, 48% des filles et 52% de garçons. Ça fluctue d'une année à l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que les filles travaillent mieux que les garçons en général. Alors, est-ce que c'est un challenge pour sortir de la maison et pouvoir aspirer à une vie plus autonome? Sans doute. Et puis, il y a toute une politique du président de la République autour de l'encouragement à ce que les jeunes filles puissent aller à l'école, s'épanouir et réussir dans la vie. Maintenant, le challenge que nous avons, là je parle, il y a un professeur Saïd qui est là, on souhaiterait arriver au niveau des enseignants à une parité, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant.
Je crois qu'il y avait une question sur... tout à l'heure, j'ai parlé de l'Observatoire de la qualité des enseignements apprentissage. Et pour vraiment, comme organe de veille sur la qualité des enseignements apprentissages, je crois que dans la salle, le secrétaire exécutif de l'Observatoire est présent. Et pour l'instant, vraiment, au niveau coût, je crois qu'il n'y a pas eu énormément d'investissement. Nous avons utilisé les ressources disponibles. Nous avons bien sûr, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, vraiment des personnes expérimentées, riches, qui sont, entre guillemets, presque en fin de carrière. Nous les avons utilisés pour être bien sûr les personnes ressources, pour qu'elles puissent apporter à partir des résultats, à partir bien sûr des informations récoltées des différentes directions concernées, pour qu'ils puissent apporter l'exercice d'analyse qu'il faut, pour qu'après ils puissent bien sûr à partir de là. Mais vraiment, ça ne nous a coûté pas du tout grand-chose. Nous avons utilisé les ressources humaines disponibles, des personnes expérimentées, des personnes bien sûr qui ont une longue expérience en matière d'éducation. Et cet observatoire n'existe encore que 2 ans. Je pense que bientôt ça va faire 2 ans. Et c'est maintenant que nous allons réellement évaluer bien sûr l'impact que cela a eu sur les enseignements apprentissages. Mais je crois que déjà nous avons une revue scientifique qui fait des zooms sur, bien sûr, les différents axes de la qualité des enseignements apprentissages, qui, quelque part, après lecture des différents responsables, des inspections, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, mais également des chefs d'établissement, qui peut leur donner une orientation quelque part. Donc vraiment, ils sont à la 4e édition, et là, cette année, pour justement ce forum-là, une édition spéciale a été donc éditée, et je pense que cette revue, vous allez peut-être, si ça n'a pas été distribué, la revue est disponible vraiment pour vraiment essayer de quelque part vous-même, d'avoir peut-être le regard et les jugements nécessaires pour voir un peu l'expérience du Boussia en matière d'observatoire de la qualité des enseignements apprentissages. Merci. Merci. Merci beaucoup, messieurs les ministres, pour votre intervention. J'invite les participants à applaudir. Messieurs les ministres.